SF, allez, tu crois que je pourrais devenir Spider-Man un jour? Genre, je m'inscris à la salle, j'y vais, et puis tu me fabriques des web shooters et hop. Philibert, mais pourquoi t'as toujours des idées à la con comme ça? À quel moment tu vois un frérot qui se balance d'immeuble en immeuble et tu te dis oh, je veux faire pareil? Tu peux pas avoir le vertige comme tout le monde? Ah, tu vois, ça c'est normal. Ok, donc le but c'est d'être aussi fort que Spider-Man, c'est ça? Alors déjà on peut oublier la musculation classique, on sait très bien que Peter Parker est un méta-humain dont l'ADN a été réécrit. La question c'est pas de savoir si un humain peut faire ce qu'il fait, la question c'est plutôt de calculer quelles sont ses statistiques exactes avec les lois de la physique. Et pour trouver sa limite biomécanique, on va disséquer l'exploit le plus absurde du MCU, le ferry de Staten Island. La scène où il retient le bateau là, on va calculer ses stats avec ça? Voilà, on va calculer ses stats avec ça. On va utiliser la physique navale pour mesurer la tension isométrique. Le Spirit of America, un ferry de Staten Island, pèse à vide environ 3200 tonnes. Lorsqu'il est tranché dans le sens de la longueur par le laser du vautour, on se retrouve avec deux moitiés de 1600 tonnes chacune. Mais le vrai problème, c'est pas le poids mort de 3200 tonnes, c'est le moment de force. Quand la coque se scinde, l'eau pousse vers le haut et la gravité tire vers le bas. Les deux moitiés, elles vont pas tomber, elles vont basculer vers l'extérieur. Le bras de levier est titanesque. Pour bloquer un angle de 15 degrés, Spider-Man doit générer une tension isométrique de 30 millions de newtons. C'est 15 millions de newtons par bras. 15 millions de newtons par... Ça représente quoi en vrai? Un newton, c'est la force nécessaire pour accélérer une masse de 1 kg à 1 mètre par seconde au carré. 15 millions de newtons, c'est l'équivalent de soulever 1500 tonnes à la verticale avec un seul bras. Mais on va prendre une métrique aérospatiale pour que tu puisses visualiser peut-être un petit peu mieux. Le moteur F1 de la fusée Saturn V, le monstre d'ingénierie qui a propulsé les missions Apollo vers la Lune, génère environ 6,7 millions de newtons de poussée au décollage. Quand Peter Parker contracte ses grands dorsaux et ses biceps pour retenir le ferry, ses fibres musculaires déploient plus d'énergie mécanique que deux moteurs de fusée lunaire essayant de décoller dans des directions opposées. Et le plus aberrant sur le plan de la thermodynamique méta-humaine, c'est que la tension est isométrique. Il tire pas d'un coup sec, il maintient la position. Pour soutenir une tension isométrique de 30 millions de newtons pendant plusieurs dizaines de secondes, la consommation d'ATP, l'énergie cellulaire, dans ses sarcomères doit flirter avec les plusieurs gigawatts de puissance dissipée. À ce niveau de combustion cellulaire, son corps devrait générer tellement de chaleur résiduelle qu'il devrait littéralement briller dans le noir comme une barre d'uranium en fusion. Mais qu'est-ce qui se passe si on inverse le vecteur de force? Au lieu de le tirer, on va l'écraser. Parce que c'est exactement ce qui se passe un peu plus loin dans le film. Le vautour va détruire les piliers porteurs et des dizaines de tonnes de béton et d'acier vont tomber directement sur Peter. Bah, il pleure un coup sous les cailloux, puis après il fait un gros squat et il soulève le toit. Les strongman ils font ça avec des voitures de toute façon, non? Soulever une Twingo dans un parking avec une ceinture de force, c'est de la merde à côté de ce qu'il vient de faire. Soulever l'effondrement structurel d'un bâtiment industriel depuis le sol sans aucun angle de levier, c'est une aberration qui détruit 4 siècles de physique. En 1638, dans son œuvre fondatrice, Discours concernant deux sciences nouvelles, Galilée est le premier à théoriser la résistance des matériaux et à poser la fameuse loi des carrés et des cubes. Galilée a prouvé que si tu augmentes la taille et le poids d'un animal, ses os doivent s'épaissir de manière disproportionnée pour ne pas s'effondrer sous leur propre masse. C'est pour ça qu'un éléphant a des pattes massives comme des troncs d'arbres et qu'une araignée géante s'écraserait sous son propre poids. Mais miskin, on dirait le bouc qui fait du volet là, tellement il est petit. Et c'est là que ça devient totalement con, parce que lors de l'effondrement, Peter se retrouve coincé sous une dalle de béton armée, un enchevêtrement de poutres métalliques et la machinerie du système de ventilation. En ingénierie civile, on estime cette charge locale entre 35 et 40 tonnes, soit 400 000 newtons de force gravitationnelle directement appuyée sur ses omoplates et sa colonne vertébrale. Rien qu'avec ça, son dos devrait déjà être réduit en bouillie frame 1. La résistance à la compression d'une vertèbre humaine, composée d'os spongieux et d'os cortical, va plafonner aux alentours de 170 mégapascales. Si tu poses 40 tonnes sur le dos d'un être humain, la pression exercée sur les disques intervertébraux L4 et L5, tels que le noyau pulpeux, ne va pas juste faire une hernie, il va littéralement exploser hydrostatiquement. Les vertèbres vont se pulvériser comme des dominos ancrés sous le coup d'un marteau. La moelle épinière va se faire sectionner en 1000 morceaux. Non seulement son squelette encaisse les 400 000 newtons de pression statique sans se fissurer, mais la vraie démonstration de sa force colossale réside dans la biomécanique du soulèvement. En 1795, l'inventeur britannique Joseph Bramah va breveter la première presse hydraulique, utilisant le principe de Pascal pour multiplier la force et écraser l'acier. Peter Parker, couché sous des décombres, va agir comme un vérin hydraulique inversé. Il a aucun élan. Ses jambes sont pliées dans un angle de désavantage mécanique absolu. Pour qu'il puisse repousser ses 40 tonnes vers le haut en partant d'une position horizontale, les muscles érecteurs de son rachis et de ses quadriceps devraient générer une force interne qui dépasse largement le poids des
des décombres à cause de l'effet de levier défavorable de son propre dos. On parle d'une poussée musculaire interne dépassant le million de newtons. Dans cette scène, Spider-Man est l'équivalent biologique d'une presse hydraulique industrielle de 100 tonnes capable de repousser un immeuble de l'intérieur. Tu m'étonnes qu'il chiale, vu comment il doit douiller. Et il y a ce passage aussi là quand il arrête le point mécanique du soldat de l'hiver ou alors le marteau alien géant. Le grand public se dit waouh, trop bien, il est trop musclé. Bah ouais, il est trop skillé, il a la force de soulever un immeuble. Normal qu'il puisse arrêter un marteau, c'est logique. C'est la pire insulte que t'aurais pu faire à Isaac Newton. Et on prend en compte le fait que tu sois vivant. En 1687, dans son œuvre fondatrice elle aussi, Principia Mathematica, Newton a posé les lois universelles du mouvement. Et la plus intraitable d'entre elles concerne la quantité de mouvement, ou l'inertie cinématique. L'inertie d'un objet est égale à sa masse multipliée par sa vitesse. Dans un système isolé, lors d'un choc, cette quantité de mouvement doit être respectée. On va prendre le marteau de Kull Obsidian. C'est un bloc d'alliage extraterrestre qui pèse facilement 400 kg. Il est abattu avec une vitesse d'environ 15 mètres par seconde. Sa quantité de mouvement est donc d'environ 6000 kg par mètre seconde. Peter Parker, lui, pèse environ 65 kg. Oui, il est un peu cuss le gars, et alors? Quand Peter attrape le marteau en plein vol, il y a un transfert inéluctable. Pour que l'équation de Newton reste à l'équilibre, Peter et le marteau devraient fusionner cinématiquement et être repoussés en arrière à une vitesse d'environ 13 mètres par seconde, soit environ 46 km/h. Mais recule pas, ses pieds ils sont plantés au sol, il a des baskets super adhésives. Ah bah justement, la friction, parlons-en. C'est le physicien français Charles-Augustin de Coulomb qui a modélisé le frottement solide en 1785. La force de frottement maximale avant qu'un objet ne glisse est égale à son coefficient de friction multiplié par la force normale, son poids concrètement. Le coefficient de friction du caoutchouc sur du béton est d'environ 0,8. Le poids de Peter est de 650 newtons. Donc la force maximale que ces baskets peuvent encaisser avant de déraper sur le sol est théoriquement de 520 newtons. Et le marteau il pousse à combien? Pour arrêter ce marteau en un dixième de seconde, normalement la force d'impact génère une poussée horizontale de 60 000 newtons. S'il était humain, ces baskets n'auraient même pas eu le temps de chauffer et glisseraient sur le bitume sur plusieurs dizaines de mètres, les semelles seraient vaporisées par l'énergie thermique jusqu'à s'encastrer dans un arbre. Pour rester ancré au sol, son coefficient de friction doit être 115 fois supérieur à celui du caoutchouc. Ses pieds doivent littéralement fusionner avec l'asphalte à l'échelle moléculaire. Sauf que, y a un autre problème. Si tes pieds sont encastrés dans le béton armé et que tes mains absorbent une poussée horizontale de 60 000 newtons, qu'est-ce qui se passe au milieu et qui sert de point de pivot? Tes jambes. On entre alors dans la force de cisaillement extrême. L'os cortical de tes fémurs et de tes tibias peuvent supporter de la compression, ça oui, mais ils détestent qu'on les plie par contre. Sa limite de rupture au cisaillement transversal est d'environ 50 mégapascals. Sous l'impact de Kull Obsidian, si les pieds de Peter ne bougent pas, normalement le couple de torsion appliqué sur ses genoux est cataclysmique. Ses ligaments croisés antérieurs, postérieurs et latéraux devraient exploser simultanément avec un bruit de coup de fouet. Ses deux fémurs devraient se sectionner net au niveau de la rotule et ses tibias devraient se fracturer en spirale. Le haut de son corps partirait en arrière avec le marteau tandis que ses pieds et ses mollets, eux, resteraient plantés au sol. Pour réaliser cette parade immobile, son squelette inférieur ne doit laisser place à aucune élasticité humaine. Ses os et ses articulations doivent dissiper le choc en agissant comme des pylônes de fondation d'un gratte-ciel parasismique qui sont capables d'absorber une énergie cinétique de classe militaire sans subir la moindre déformation plastique. La majorité des gens vont retenir de Spider-Man aussi qu'il peut utiliser des toiles pour bouger d'un immeuble à un autre dans Manhattan. Tranquille, c'est genre un peu extrême, mais y a pas de souci avec ça, hein. Bah c'est le côté fun du job, c'est un peu Tarzan en ville, t'attrapes la liane, tu t'es sporté, vas-y casse pas le fun. Au dessin ta grand-mère. Quand Peter Parker saute de l'Empire State Building, il est techniquement en chute libre. La gravité va l'accélérer à environ 9,81 mètres par seconde au carré. Au moment où il va tirer sa toile pour amorcer un arc de cercle en rasant le sol, il va transformer brutalement son énergie cinétique linéaire en mouvement pendulaire. La physique de base d'un pendule nous donne l'équation de la tension à son point le plus bas. La tension sur la toile et donc sur ses bras est égale à son poids plus la force centripète de son mouvement circulaire. Et c'est reparti. S'il tombe de 100 mètres de haut et il tire une toile courte de 20 mètres pour amorcer un virage serré à 140 km/h, comme il le fait assez souvent entre deux buildings, l'accélération radiale qu'il encaisse dépasse les 7 G, soit 7 fois la force de la gravité terrestre appliquant instantanément sur ses articulations. Donc ses bras devraient encore s'arracher? Alors normalement oui, mais on a déjà prouvé que ses bras étaient en fait des câbles d'acier visiblement. Donc le vrai problème ici c'est surtout la médecine aérospatiale. Quand Peter encaisse un arc pendulaire de 7 G vers le haut, il subit ce qu'on appelle des G positifs. Il faut pas oublier que
le sang a une masse. Sous 7G, le sang de Peter devient 7 fois plus lourd. La pompe cardiaque humaine, autrement dit le cœur, n'est absolument pas conçue pour faire remonter un fluide aussi lourd. Tout le sang de son corps va instantanément être drainé dans ses jambes. C'est ce qu'on appelle le G-lock, la perte de connaissance induite par les G. À 4G, un humain non entraîné va avoir la vision qui commence à déconner. À 5G, le cerveau s'éteint, toujours pour des personnes non entraînées, on rappelle, par manque d'oxygène, et c'est théoriquement déjà finito pour lui. Les pilotes de chasse portent des pantalons anti-G qui se gonflent d'air pour écraser leurs jambes et forcer le sang à remonter, tout en pratiquant des manœuvres de respiration explosive, ce qu'on appelle une manœuvre AGSM. Spider-Man, lui, fait des pirouettes en pyjama à 7G tout en racontant des blagues. Lavé son zip avec un coton-tige, il n'a rien compris. Et comment son cerveau il reste allumé? Pour que le cerveau de Peter Parker reste conscient lors d'un balancement urbain, son cœur ne devrait pas être juste une simple pompe musculaire, ça devrait être une turbine industrielle hypertrophiée, avec une tension artérielle systolique qui doit monter en une fraction de seconde de 120 mm de mercure à plus de 400. Ses aortes et ses carotides devraient exploser sous cette pression artérielle mortelle, à moins que ses vaisseaux sanguins soient capables d'une vasoconstriction brutale équivalente à un pantalon anti-G interne. Et la force brute et la résistance au G ne suffit pas pour résister à un champ de bataille. Spider-Man est célèbre pour son Spider Sense. Il peut esquiver des tirs de fusil d'assaut à bout portant, mais aussi les éclairs d'électro. Peter Parker peut anticiper des balles de calibre 5,56 mm qui fendent l'air à 900 mètres par seconde. L'anticipation humaine a une limite biologique infranchissable, la vitesse de conduction nerveuse. Parce que oui, les pensées et les réflexes, c'est pas instantané. Tu sais comment c'est ça, Philibert? Les mecs qui essaient de se transformer en Super Saiyan dans la vraie vie? À cause des cuisses de grenouille. En 1850, grâce au physicien et médecin allemand Hermann von Helmholtz. Avant ça, la science pensait que la pensée et le mouvement étaient simultanés, de l'ordre de la vitesse de la lumière. Sauf que Helmholtz va mesurer le temps séparant une stimulation électrique sur un nerf sciatique d'une grenouille et la contraction de son muscle. Il a prouvé que l'influx nerveux était désespérément lent, entre 25 mètres par seconde chez la grenouille et 120 mètres par seconde chez un humain. 120 mètres par seconde, c'est plutôt rapide déjà, non? Pour échapper à un prédateur dans la savane en soi, oui, mais par contre pour échapper à une arme à feu moderne, c'est aussi exploser au sol que ton crâne si t'essayes. On va faire les maths en deux spies. Un drone tire sur Peter à 10 mètres de distance. À 900 mètres par seconde, la balle met environ 11 millisecondes pour parcourir cette distance. Chez l'être humain le plus rapide du monde, le temps de réaction visuelle pure, c'est-à-dire le temps que la lumière met à frapper la rétine et que le signal voyage jusqu'au cortex visuel et que le cerveau prenne la décision puis que le potentiel d'action descende dans la moelle épinière jusqu'aux jambes, va prendre au minimum 200 à 250 millisecondes. Même s'il arrive à anticiper, le corps de Peter Parker met 250 millisecondes à bouger. La balle met 11 millisecondes pour le frapper. S'il était humain, il serait mort 239 millisecondes avant même que son propre cerveau ne lui ait donné l'ordre de bouger. Du coup, il n'y a qu'une seule explication possible, l'information ne passe plus par le cerveau. C'est la seule explication biomécanique du Spider Sense. Pour esquiver une balle de fusil à 10 mètres, l'influx nerveux de Peter doit circuler à des vitesses proches de Mach 10. Ces nerfs ne sont pas constitués de chair, ce sont des supraconducteurs biologiques, sauf que la loi de Joule, elle est impitoyable. À chaque fois que le Spider Sense s'active, la densité de courant devrait littéralement faire bouillir son putain de cerveau. Ce qui veut dire que le cerveau devrait techniquement esquiver les balles en se convulsant sur le sol comme mon ex sur le Denford du Macumba un jeudi soir. Et encore, c'est rien quand on compare au transfert d'énergie pure. À un moment donné, l'esquive ça a quand même ses limites. Peter Parker finit par se prendre un train dans la gueule. Ouais, il a les os solides. Sauf qu'avoir les os solides contre un train, c'est comme avoir un parapluie contre une bombe atomique. C'est pas une question de solidité, là, c'est une question d'énergie cinétique. La vitesse étant infiniment plus destructrice que le poids, par exemple entre Superman et Flash, techniquement c'est Flash qui fait le plus de dégâts s'il est sérieux. C'est la physicienne française Émilie du Châtelet au XVIIIe siècle qui, en lâchant des billes de plomb dans l'argile, a prouvé la théorie de Leibniz. L'énergie d'un objet en mouvement n'est pas proportionnelle à sa vitesse mais au carré de sa vitesse. Un train à grande vitesse européen pèse en moyenne 400 tonnes et roule à environ 250 km/h, soit environ 70 mètres par seconde. Attends, 70 au carré fois 400 000 divisé par 2. Te casse pas la tête, ça fait 980 millions de joules, pratiquement 1 gigajoule d'énergie cinétique transférée en une fraction de seconde. À titre d'information, un coup de poing de Mike Tyson à son prime génère environ 1600 joules. 1 gigajoule, c'est l'équivalent énergétique de l'explosion de 230 kg de TNT directement sur ton sternum. En traumatologie automobile, on utilise la Wayne State Tolerance Curve, qui a été développée dans les années 50 pour mesurer la résistance du crâne humain à l'accélération linéaire. La courbe de Wayne State nous dit qu'un être humain, un crâne humain en tout cas, se fracture de manière fatale s'il subit l'accélération de 80 à 100 G pendant plus de 3 millisecondes. Lors de l'impact avec le train, l'accélération subie par la tête de Peter Parker se chiffre en dizaines de milliers de G. Son crâne humain aurait dû se vaporiser dans une brume de calcium et de liquide encéphalique sur la vitre du conducteur. Mais ça arrive pas parce que le film a décidé d'ignorer ce qu'on appelle le choc hydrostatique. Ton corps est composé à 70% d'eau. Or, la physique de la mécanique des fluides est formelle. L'eau est incompressible. Quand l'avant du train percute le torse de Peter,
une onde de choc supersonique va traverser ses fluides corporels à environ 1480 mètres par seconde. Cette onde de suppression va remonter ses artères, pulvériser les valves de son cœur par l'intérieur et faire exploser son aorte thoracique. Bref, ça va faire une bouillie. Donc comment c'est possible qu'il survive? Eh ben la réponse se trouve dans la physique des collisions et dans la scène qui suit l'impact. Le film nous montre un indice fondamental. Il reste pas planté là, il est violemment projeté en arrière, il va perdre connaissance et va se réveiller des heures plus tard. C'est le théorème de l'impulsion. En physique fondamentale, la force d'un impact F est égale à la variation de la quantité de mouvement, delta P, divisé par le temps de l'impact, delta T. En français, ça donne quoi? Ça veut dire que le temps a été son seul sauveur, concrètement. Si Peter Parker avait eu le dos collé sur un mur en béton au moment où le train l'a percuté, le temps de l'impact serait proche de 0. La force tendrait vers l'infini, il se serait littéralement tartiné sur le pare-brise. Mais comme il était en appui libre, le train le lance comme une balle de baseball. Le fait d'être poussé dans les airs va augmenter la durée de la collision d'une fraction de seconde. Ça ne dissipe pas vraiment l'énergie du train, mais ça va réduire considérablement le pic de force instantanée qui brise les os. Ah, donc c'est bon, il a juste été poussé très fort. Il vient d'encaisser assez d'énergie pour pulvériser un rhinocéros. L'onde de choc hydrostatique a quand même traversé son corps, ses organes ont été endommagés. Ses côtes ont subi des microfractures. Il a fait une hémorragie interne massive. Mais il est pas mort, il s'est réveillé en tôle aux Pays-Bas. Et c'est là qu'intervient la seule mutation biologique que le MCU nous a confirmée, son métabolisme hyper accéléré. Pour survivre à ses heures d'inconscience, sans mourir de son hémorragie interne, le corps de Peter Parker a dû déclencher une mitocellulaire à un rythme terrifiant. Ses plaquettes sanguines ont dû coaguler les ruptures de sa rate et de son foie en quelques minutes. Ses ostéoblastes ont dû souder les fissures de ses côtes en temps réel pendant son coma. Pour alimenter une telle régénération cellulaire, son corps a dû puiser frénétiquement dans ses réserves de graisse et de glycogène, générant une fièvre réparatrice intense. Quand il se réveille dans cette cellule, il est pas juste un peu sonné, Philibert, il revient littéralement d'entre les morts après avoir forcé son code génétique à reconstruire ses organes vitaux en accéléré. Et jusqu'ici, on a prouvé que son corps était une machine de guerre capable d'encaisser des forces cinétiques monstrueuses. Mais tout ça, ça sert à rien s'il n'arrive pas à se déplacer. Bah, il grimpe, c'est le principe de Spider-Man, il a les doigts collants comme de la glu ou des ventouses. Des ventouses. Sur de la brique poreuse ou sur du Versal? Philibert, la succion nécessite un vide d'air parfait, impossible en théorie sur des surfaces rugueuses. S'il sécrétait de la glu, il laisserait des traînées visqueuses sur chaque vitre de New York. Ouais, c'est dégueulasse. L'adhérence de Spider-Man ne relève ni de la chimie, ni de la pneumatique. Elle relève de la physique quantique, plus précisément de l'électrodynamique intermoléculaire. C'est le physicien néerlandais Van der Waals qui a trouvé ce truc-là, et d'ailleurs ça lui a valu un prix Nobel en 1910. Il a découvert que même les molécules neutres s'attirent entre elles à cause des fluctuations dans leur nuage électronique, créant ainsi des dipôles instantanés. C'est ce qu'on appelle les forces de Van der Waals. Donc mes mains aussi s'attirent avec le mur? Alors en théorie oui, mais la force est si infinitésimale que tu vas pas la sentir. Pour qu'elle devienne macroscopique, il faut maximiser la surface de contact. Ça c'est la technique du gecko. Ses pattes sont recouvertes de millions de poils microscopiques appelés des setae, elles-mêmes divisées en milliards de spatules nanométriques. Un gecko pèse 70 grammes. Peter Parker lui va peser 65 kg. Pour que ses doigts et ses orteils génèrent assez de force de Van der Waals pour soutenir son poids corporel contre la gravité, l'épiderme de Peter Parker devrait être recouvert d'une forêt nanométrique si dense que sa peau devrait ressembler à du papier de verre industriel. Un peu de poils sous les mains, c'est pas la mort si c'est le prix à payer pour être un super-héros. Mais il porte des gants, Philibert, et des chaussures. La physique des interactions de Van der Waals, elle est brutale normalement, c'est-à-dire que la force d'attraction décroît de manière exponentielle avec la distance selon la proportionnalité en fractions. Ça veut dire grosso modo que au-delà de quelques nanomètres de distance, la force tombe à 0. Et si Peter porte un gant en tissu épais d'un seul millimètre, il est 1 million de fois trop loin de la surface pour coller au mur. Attends, mais s'il a des gants, comment il colle? Et c'est là que ça devient terrifiant. S'il colle au mur à travers son costume ou à travers ses baskets, c'est que son corps ne se contente pas d'utiliser les poils de sa peau. Son système nerveux central doit également générer et projeter inconsciemment un champ électromagnétique localisé pour altérer la polarité des électrons du mur à plusieurs millimètres de distance. Il manipule littéralement les particules subatomiques de la matière qui l'entourent par la seule force de sa volonté. Pour supporter 70 kg, soit environ 640 newtons, répartis sur une surface minuscule du bout de ses doigts, l'adhérence moléculaire est si forte qu'elle devient supérieure à la résistance structurelle de la chair humaine. La limite de rupture de la peau humaine sous contrainte de cisaillement est d'environ 20 mégapascales. Si t'avais ce pouvoir et que tu essayais de décoller ta main du mur en tirant dessus, normalement les forces de Van der Waals refuseraient de céder. Et c'est pas ta main qui se décrocherait du mur, c'est littéralement ton épiderme qui se décrocherait de toi. Tu t'arracherais littéralement la peau des doigts et des pieds à chaque pas, laissant des lambeaux de chair sanglante flotter et coller sur les vitres des gratte-ciel. Pour utiliser ce pouvoir, la matrice extrasensorielle de Peter doit être scellée par des
ancrages protéiques indestructibles. Ses os, ses tendons et sa peau sont forgés d'un seul bloc, plus proche de la carapace d'un char d'assaut que de la physiologie d'un mammifère. Mais c'est pas tout, parce que le mythe de Spider-Man repose sur un dernier pilier, et pas des moindres, son génie intellectuel. Le film nous demande de croire qu'un lycéen de 15 piges, entre 2 cours de maths, a synthétisé dans un bécher en verre le fluide le plus complexe de l'histoire de la science des matériaux. Ah bah c'est un petit génie, c'est juste de la chimie SF. Il mélange 2-3 matériaux, ça fait une pâte collante, et puis après il la met sous pression dans une petite cartouche. Une petite Philibert, une cartouche de lance-toile, ça a un volume d'environ 20 ml. Avec ça, il peut créer des dizaines de mètres de câbles capables de retenir une voiture de 2 tonnes. Le paradoxe volumétrique est impossible avec le labo de chimie du lycée. Pour stocker autant de matière dans un si petit espace sans qu'elle se fige, ce fluide doit posséder des propriétés réofluidifiantes extrêmes. Au repos, c'est un solide quasiment impénétrable. Mais lorsqu'il est soumis à un taux de cisaillement colossal, sa viscosité va alors s'effondrer instantanément pour s'écouler comme de l'eau. C'est ce qu'on appelle de la polymérisation à émulsion cœur-écorce. Pour que la toile soit à la fois élastique pour le balancement et rigide comme l'acier à l'impact, le fluide de Peter doit être un tripolymère synthétique. Un cœur en élastomère souple entouré d'une écorce rigide. Le tout baignant dans un solvant hyper volatile, probablement un mélange d'éthanol et d'eau. Au moment où le fluide est expulsé à l'air libre, le solvant va alors subir une évaporation flash en moins d'un dixième de seconde, ce qui va déclencher un déplacement d'équilibre chimique instantané. Les chaînes de polymères vont alors se verrouiller entre elles. Et comment il sort ça d'un tout petit trou sans que ça bouche le système? Et bah c'est là qu'on va passer de la chimie à la micro-ingénierie de pointe. Pour forcer ce polymère réofluidifiant à travers une buse de quelques millimètres et induire une fibration structurelle, il faut générer une pression interne de 35 à 50 mégapascales, soit 500 bars de pression. C'est la pression qu'on trouve quand même dans les fonds marins à 5000 mètres de profondeur concentrée sur le poignet d'un adolescent. Mais s'il appuie juste sur un bouton avec ses doigts, comment il génère 500 bars? Et il le fait pas vraiment mécaniquement. Un lance-toile doit intégrer un converteur boost haute tension alimentant une valve à actionneur piézoélectrique. C'est la seule technologie au monde actuellement capable de s'ouvrir et de se fermer en une fraction de milliseconde pour hacher le tir et créer ces espèces de rafales de toile balistique sans faire exploser la cartouche. C'est l'aboutissement de décennies de recherche en rhéologie et en microfluides que même la DARPA a pas réussi à miniaturiser aujourd'hui. Après, on a la formule, on a théoriquement le schéma pour le web shooter, il y a un monde où je pourrais éventuellement un jour le faire dans la vraie vie, juste pour vous montrer que c'est possible, hein. Mais ça sera pour une autre fois, hein, parce que je pense qu'on est déjà bien, et non Philibert, tu vas pas t'amuser à jouer l'homme araignée parce que sinon ta daronne va me tuer. Et lâche ce putain de portal gun, Zombie!